Les autorités maliennes dénoncent certains actes de la France jugés graves et qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. C'est à travers une lettre du chef de la diplomatie malienne adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies. À suivre la quintessence de cette lettre dans cette édition. Dans ce journal, nous parlerons également de l'occupation du tronçon conduisant au viaduc de Yirimajor par les revendeurs et autres transporteurs avant même sa remise officielle. Une délégation conduite par les autorités routières fait un tour sur les lieux pour trouver les solutions facilement applicables afin de libérer cette voie. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a vigoureusement dénoncé, je cite, des actes graves de la France qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale. Je vous propose de suivre quelques points saillants de la dite lettre lue ici par Garibou Pérou. Depuis plusieurs mois, il nous a été donné de constater des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien malien par les forces françaises en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse sans autorisation des autorités maliennes. Tout au long du processus de transfert aux autorités maliennes de l'aérodrome de Gao et de l'espace aérien du Nord, depuis l'annonce du retrait de Barkhane, les aéronefs militaires maliens ont fait l'objet d'entraves régulières par des manœuvres retardatrices visant à réduire leur efficacité et à rallonger leur délai de réaction. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Aussi, il convient de rappeler que c'est en raison de suspicions de manœuvres de déstabilisation de la France que le gouvernement du Mali s'est conformément opposé à la demande de soutien aérien de la France au profit de l'aménagement afin que la France ne se serve pas de la mission onusienne comme prétexte pour mener des opérations subversives visant à fragiliser davantage le Mali et la région du Sahel. Au regard du droit international, le gouvernement du Mali estime que ces actes de la France constituent une agression qui est définie selon la résolution 3314-29 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974 comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Ainsi, le gouvernement du Mali invite le Conseil de sécurité des Nations Unies, garante de la paix et de la sécurité internationale, à œuvrer afin que la République française cesse immédiatement ses actes d'agression contre le Mali. En outre, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, devrait se conformer à la légalité internationale en respectant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. En cas de persistance dans cette posture qui porte atteinte à la stabilité et à la sécurité de notre pays, le gouvernement du Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. À présent, je vous amène en commune 6 du district de Bamako. À peine achevé, le tronçon conduisant au viaduc de Yirimajor a été pris d'assaut par les revendeurs et autres transporteurs. En attendant sa remise officielle, les autorités routières, sécuritaires, syndicales et communales effectuent une visite sur le dit tronçon afin de trouver des solutions facilement applicables. Alou-Seni Touré nous en dit plus. La Tour de l'Afrique, point de départ du nouveau tronçon passant par le nouvel échangeur jusqu'au rond-point de Ouara-Sirafara. Ce tronçon qui attend encore sa remise officielle fait l'objet d'occupations anarchiques de la part des revendeurs, des petits métiers et surtout des transporteurs en commun. Le département en charge des transports entend privilégier la sensibilisation. Nous constatons en fait une occupation irrégulière, anarchique des emprises et des dépendances de la route, notamment la chaussée, les trottoirs, les pistes cyclables par différents usagers. Des fortes recommandations sont sorties de cette visite-là. Étant donné que tous les services sont représentés, donc nous avons échangé, il y a eu beaucoup de propositions. Donc nous avons travaillé sur ces propositions-là
et puis adopter vraiment des mesures fortes. Accusé de donner l'autorisation aux occupants, la mairie se défend et réitère son appel au respect de l'arrêté interministériel. Nous demandons à tous les transporteurs, tous les usagers, de respecter cette disposition que le maire vient de prendre pour protéger non seulement l'infrastructure et pour que la fluidité soit et que les gens soient libres dans la circulation et que chacun trouve son compte. Quant aux syndicats, ils adhèrent totalement à cette décision et promettent de sensibiliser leurs adhérents pour une prise de conscience. On veut que nos ressortissants comprennent le message qui a été lancé aujourd'hui, de libérer les voies pour leur sécurité. Le ministère des Transports nous a montré un espace qu'ils vont aménager pour nous. Vraiment, on est très contents. Et puis, on demande à nos militants de respecter cet arrêté interministériel qui interdit au transport en commun de stationner, de faire des arrêts gênants tout au long des principales voies de circulation. Après la carotte de la sensibilisation, s'imposera certainement le bâton de la répression pour qu'enfin la route serve à sa vocation initiale, celle de faciliter la mobilité des usagers. L'ORTM et ses partenaires dynamisent leur coopération. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale, l'INPS, et sa délégation étaient hier dans nos locaux. Cette visite de courtoisie lui a permis d'échanger avec la direction, faire le tour de la structure et aussi de participer à une de nos émissions en direct. Il s'agit de Grain de Midi. Batraoré nous raconte. Journée porte ouverte à l'ORTM pour le directeur général de l'INPS, Institut national de prévoyance sociale. Ousmane Karim Koulibaly et sa délégation sont reçus dans un premier temps à la direction générale de l'ORTM. C'est ensuite la visite des installations. Elle commence par le studio du journal télévisé de l'ORTM 1. L'hôte du jour s'est fait expliquer le processus d'une édition du journal télévisé. Le visiteur fait également la connaissance de certaines salles de montage et du studio ORTM 2. Des cabines techniques au studio de la radio nationale, de la chaîne 2 en passant par la bandothèque et l'infirmerie. Rien n'a été oublié au cours de la visite. l'INPS, c'est la cible sociale. Leur thème, c'est la communication. Et tout le fonds culturel du Mali, on le doit à leur thème. Et nous avons compris que leur thème peut être un vecteur important de communication pour nous, de sensibilisation et surtout d'éducation vers nos cibles. Et nous sommes là pour essayer de tisser un partenariat gagnant-gagnant avec ce service de l'État. L'INPS mesure l'importance de l'ORTM dans la réussite de sa mission. C'est ce qui justifie notre présence ici. Nous allons tout faire pour concrétiser ce partenariat. Nous allons développer des programmes ensemble pour faire en sorte que l'INPS et l'ORTM tissent des relations qui vont faire en sorte que les deux parties peuvent y gagner. Et ce sera un partenariat pour la longue durée. Et l'ORTM, c'est un véhicule important pour véhiculer, disons comme ça, nos messages au-delà de nos frontières. Et ces messages-là vont arriver à nos cibles, là où nous ne sommes pas. Et donc pour nous, c'est très important. Et je pense en ce moment, certainement, à la diaspora. La diaspora écoute, est très fidèle à leur thème. Et lorsque nos messages doivent passer par leur thème, très certainement que ça va porter. Et c'est ce que nous cherchons. La rencontre avec l'équipe de la direction générale de l'ORTM et un bref passage à l'émission Grain de Midi de ORTM 1 sont les derniers temps forts de cette visite du directeur général de l'INPS à l'ORTM. Partons à Caille. Après la remise symbolique des insignes certificats au chef de quartier de la commune urbaine de Caille, le gouverneur de région a profité pour faire la restitution de la rencontre des gouverneurs les 25 et 26 juillet avec le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta à Koulouba. Kansoutou Kanouté nous fait le compte-rendu. Le colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la première région administrative du Mali, a mis à profit cette cérémonie de remise symbolique des insignes et certificats aux 7 chefs de quartier de la commune urbaine de Caille pour faire le compte-rendu de la rencontre des gouverneurs avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta, les 25 et 26 juillet dernier dans la salle des banquets à Koulouba. Le ministre des Transports et des Infrastructures
nous a rassurés. La poursuite des efforts pour l'effectivité de la reprise du trafic ferroviaire, la réhabilitation de la route Sandare-Kai, la construction et le bitumage du tronçon Sadiola-Soumala sur l'axe Sadiola-Kenyeba. Le ministre de l'Éducation nous a informés de la construction prochaine du lycée public de Kaindi pour un montant de 600 millions de francs CFA. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a confirmé la construction du centre de secours de Diboli, la construction d'un camp sécurisé, du peloton de la garde et de la brigade territoriale de gendarmerie, tous à Djema. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a aussi parlé de l'acquisition des moyens roulants pour les sous-préfets, d'équipements en mobilier des bureaux et informatiques des cercles pour les cercles et les arrondissements, de la construction des locaux et acquisition des véhicules pour la direction régionale de l'ANICT. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a évoqué la construction à partir du 10 septembre 2022 des logements pour les membres des forces armées et de sécurité dans la région. Le ministre de la Santé parla des activités d'acquisition d'équipements complémentaires pour l'hôpital Pousseni Dao, notamment à radio OS Poumon, fauteuil de dialyse, extracteur d'oxygène, etc. Quant au ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, il a annoncé l'exécution des projets d'électrification de plusieurs localités de la région. Les autres ministres ont tour à tour évoqué les mesures en cours pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs agents dans la région. Selon le gouverneur de région, colonel Moussa Soumaré, le chef de l'État a annoncé qu'il tiendra régulièrement des rencontres non seulement avec les gouverneurs, mais aussi avec les légitimités traditionnelles. Restons à l'intérieur du pays. Le gouverneur de la région de Tombouctou a fait aussi la restitution de la rencontre des gouverneurs avec le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Cet exercice a été bien appréhendé par les populations qui ont salué l'initiative du président. Nadim Baba Sissé. Conformément à la rencontre du président de la transition et les différents gouverneurs de région en juin dernier, le chef de l'exécutif régional a tenu à son retour restituer à ses administrés les préoccupations de la région qui ont été présentées au chef de l'État. Cette marque de redevabilité n'a qu'un seul objectif, selon le gouverneur, rassurer les populations que les plus hautes autorités sont imprégnées des réalités de la région. Cette communication avait trait principalement aux besoins des circonscriptions administratives, aux besoins prioritaires de la population en services sociaux de base, aux besoins également aussi de sécurité pour la région. C'est longuement présenter cela et annoncer également ce qui a été annoncé dans la salle de la rencontre à Koulouba. Cette restitution a permis à l'assistance de se rendre compte que le document renferme quasiment toutes les préoccupations dans les différents domaines. L'hydraulique, l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé, la cohésion sociale et la sécurité, pour ne citer que cela. Tous les problèmes que nous connaissons dans notre région, la région de Tombouctou, ont été touchés. Et donc, c'est vraiment une très bonne action à encourager. Les autorités soient proches de la population. C'est une très bonne chose pour la marche vraiment du Mali. Et nous sommes très heureux d'entendre ce que nous avons vu dans la présentation de M. le gouverneur. Et nous portons aujourd'hui ce message et cette vision du président de la transition pour la transmettre à qui de droit. Et la population a beaucoup remercié le président de la transition pour cette initiative qui est, je pense, une première au Mali, que le président rencontre l'ensemble des gouverneurs pour recueillir les besoins de la population à la base. Cette cérémonie a regroupé les représentants des 5 cercles de la région, les responsables des services techniques de l'État et partenaires au développement, ainsi que toutes les sensibilités de la société civile. Ouverture hier à Ségou des travaux d'un atelier de formation des plateformes régionales Une seule santé de 5 régions du Mali et du district de Bamako. Cette rencontre de 3 jours vise à renforcer les capacités des acteurs régionaux sur l'engagement communautaire en situation de crise sanitaire, nous dit Kandesila. L'engagement communautaire en situation de crise sanitaire, c'est le centre d'intérêt de cet atelier de formation. Un atelier multisectoriel qui regroupe les membres des plateformes régionales Une seule santé des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako et qui a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires dont l'USAID. Le but de cet atelier, c'est outiller nos représentants régionaux vraiment à pouvoir communiquer en situation de crise sanitaire pour pouvoir quand même sensibiliser la population. En effet, les communautés doivent être au cœur de toute intervention de santé publique. Et le succès d'une intervention de santé publique
dépend de l'engagement et l'implication des membres de la communauté. Au cours des travaux de 3 jours, plusieurs thématiques clés vont être abordées. Des thématiques liées, entre autres, à l'importance de la communication des risques et l'engagement communautaire, les orientations stratégiques ou l'intégration de la dimension genre et des droits humains sur les questions liées à la crise sanitaire et autres événements de santé publique. Le thème du présent atelier s'inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités de notre pays. Elle consacre la valorisation de nos autorités et légitimités traditionnelles. Un des symboles marquants de cette valorisation a consisté récemment au lancement de la remise par le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, d'insignes, de drapeaux et d'attestations de chefferie de villages, quartiers et fractions. Ces 3 journées de travaux devront donc permettre aux différents acteurs de la pyramide sanitaire de renforcer davantage leurs capacités pour que les questions liées à la santé soient une affaire de tous. Tenue à Sikasso de la 2e session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Une rencontre qui a regroupé les représentants des services techniques de la société civile, des locaux et des partenaires techniques et financiers. L'un des objectifs de cette session est de promouvoir une synergie entre les différents acteurs du développement. Compte rendu Moustapha Doumbia, Mariam Diakité, Suleiman Bamba. L'objectif de cette 2e session du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et promouvoir la synergie entre les acteurs locaux du développement. Elle est initiée par le Conseil des cercles de Sikasso et appuyée par les partenaires techniques et financiers. La tenue du CLOSAD se situe dans le cadre de la mise en œuvre des actions de développement entreprises dans le domaine de la décentralisation. Ainsi, ces comités qui réunissent tous les acteurs locaux de développement sur un même territoire sont des cadres de pilotage, de suivi, de mise en œuvre des outils de planification spatiale et économique, mais constituent aussi des espaces de concertation, de programmation, de capitalisation et de formulation des recommandations. Cette rencontre du CLOSAD enregistre la présence des services techniques de l'État, des élus locaux, des organisations de la société civile et des partenaires au développement. Cette 2e réunion se tient dans un contexte marqué par la levée des sanctions de la CEDEAO sur le Mali, l'amélioration de la situation sécuritaire malgré l'existence de quelques poches d'insécurité. Face aux différentes préoccupations, aux différents défis, j'en appelle au sens élevé du patriotisme et des responsabilités des uns et des autres. La 2e session du CLOSAD a planché sur les recommandations de la première session dont certaines ont été reconduites. Top départ à Koutiala des activités du camp international de reboisement et d'échange culturel organisé par la Fédération malienne des clubs et associations UNESCO. Ce camp a pour objectif de contribuer à promouvoir la paix et inciter plus d'un aux actions citoyennes visant à lutter contre la déforestation. Brima Koni. La plantation de 25 plants dans la cour de la mairie de la commune urbaine de Koutiala a été l'une des activités importantes de ce camp international de reboisement et d'échange culturel organisé par la Fédération malienne des clubs et associations UNESCO en collaboration avec le Conseil régional des clubs UNESCO de Koutiala. Toutes choses qui s'inscrivent dans la dynamique de la mobilisation des énergies de la jeunesse dans la lutte contre la déforestation et la désertification. La vocation, c'est de lutter et contribuer à améliorer la végétation. L'environnement au service de la culture, de la paix et de la cohésion sociale au Mali, tel est le thème de ce camp caractérisé au niveau régional par 3 jours d'activités citoyennes. Des camps de ce genre ont tout leur sens au regard des conséquences liées au changement climatique. Ces camps de reboisement visent donc à faire de l'environnement un moyen efficace et durable de lutte pour la culture et la paix, attirer l'attention des jeunes sur les changements, les dangers de la déforestation
et les avantages de la préservation de l'environnement en plantant des arbres. À noter que l'UNESCO s'emploie permanemment pour la promotion de la paix et l'éducation des jeunes à la lutte contre les effets des changements climatiques. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.